Nous sommes enchantés de vous accueillir ce soir pour cette soirée exceptionnelle qui voit la présence de 3 personnes très importantes avec nous. Donc nous avons beaucoup de chance. Alors moi je suis Magali Bourreux, je suis la directrice de l'Alliance française. Nous avons avec nous notre hôte qui est Bernard Saccherini, qui est donc linguiste émérite, le vice-président de la Fondation Alliance française. Nous accueillons aussi avec nous le maire adjoint Andrea Michalizzi, qui est venu nous porter les salutations institutionnelles, et Raphaël Romano, à qui je laisse la place parce que comme ça, voilà, qui, oui c'est ça, qui est le président de la Fédération des Alliances françaises d'Italie. Donc vous voyez que ce soir, nous avons beaucoup de chance et nous avons certainement beaucoup à apprendre les uns des autres. Donc, je vais laisser la parole au niveau institutionnel à l'adjoint au maire qui va nous saluer, je pense, en italien. Alors, ce sera plus facile pour vous. Pour ceux qui sont en présence ici, essayez de comprendre, car la langue italienne a des familiarités avec la langue française. Donc, vous pouvez essayer de comprendre ce qu'il a à nous dire. Je vous souhaite une bonne soirée e une belle conférence. Io non riuscirò a parlare francese, io parlo italiano. Ok, e pardonnez-moi se je ne parlerai français, giusto? Più o meno. E allora mi fa molto piacere essere qui e portare i saluti della città di Padova, del sindaco Sergio Giordani. Quando Magalì mi ha detto che questa sera ci sarebbe stato questo appuntamento, insomma ci tenevo a poter essere qui e portare i saluti. Perché ho apprezzato molto il lavoro che ho toccato con mano di Alliance Française e di tutti, come dire, gli amici che insieme a Magalì, insomma, in questo momento attraverso Alliance Française stanno portando un contributo importante alla nostra città, rendendola una città, Padova una città aperta al mondo. Ne parlavamo prima, la nostra università e tante altre presenze ci proiettano in una sfera internazionale. E il rapporto con Alliance Française è un rapporto che ci può aiutare ad essere più vicini alle comunità francofone che si avvicinano poi alla nostra città. Vogliamo che il rapporto sia sempre più stretto e sempre più facile, che quindi la lingua, come succede a me purtroppo, non sia una barriera, ma sia uno strumento anche di integrazione, di rapporto, di mettere insieme modi differenti ma complementari di vedere, di comunicare e di vedere il mondo e di comunicarcelo a vicenda. Ecco, noi vogliamo tenere sempre più forte questo rapporto e anche per questo stiamo lavorando per dare una sede all'associazione, ad Alliance Française qui a Padova. Sarà una sede in centro della città, quindi vicino anche al municipio, vicino all'università. Perché ogni buon lavoro, per essere proficuo e per crescere, ha bisogno di un luogo dove potersi svolgere. E quindi questo io sono sicuro che darà, come dire, gambe sempre più robuste per poter camminare insieme. Quindi ecco, ci tenevo oggi a dare la testimonianza dell'importanza che la città dà alle vostre attività e del fatto che vogliamo continuare insieme questo rapporto. Grazie.
Alors, je dis juste 2 mots. Je suis content d'être là, d'écouter ces belles nouvelles que l'adjoint au maire va nous donner. Bientôt, nous aurons un siège pour l'Alliance française de Padoue. L'Alliance française de Padoue le mérite, le dynamisme de cette alliance française qui est incarnée de manière tangible dans les actions et la personne même de Magali Bourreux, directrice de l'Alliance française, formatrice des formateurs. Surtout, elle est experte en phonétique corrective sur la méthode verbotonale. Nous avons aujourd'hui la chance, moi je suis ravi d'être à côté de Magali parce qu'elle incarne dans notre réseau italien le dynamisme dont on parlait tout à l'heure, mais aussi la possibilité d'accueillir chez vous, à Padoue, un éminent linguiste, Bernard Cerchiglini. Les étudiants de français, les profs de français connaissent très bien cette figure importante, ancien recteur de l'Agence universitaire de la francophonie, mais surtout, pour ce qui nous concerne, Bernard Cerchiglini est le vice-président de la Fondation des Alliances françaises. Or, la Fondation des Alliances françaises, c'est quelque chose qui essaye de rendre, disons-le encore une fois, tangible l'action des Alliances françaises dans le monde entier et donc de véhiculer toujours ces propos, ces valeurs d'humanisme qui sont nées à la fin du XIXe siècle et qui aujourd'hui sont encore importants. On ne peut pas dire que nous avons atteint tous les résultats qu'à l'époque on se posait pour rendre l'être humain, l'humanité plus libre, plus libre des maladies, libre de l'esclavage. Et nous croyons toujours que l'éducation soit le moyen le plus fort, donc l'éducation et l'échange entre les gens. Donc aujourd'hui, nous avons cette petite rencontre qui part d'une chose qui peut sembler un peu minimale, les accents, mais les accents disent beaucoup et surtout nous portent sur une voie d'acceptation de l'altérité. Et c'est pour cela que je suis ravi de partager avec vous ce beau moment d'éducation, ce beau moment de culture et aussi un beau moment convivial, réel, en présence. Et aussi, nous partageons cette belle initiative avec nos collègues du monde entier, de l'Italie surtout, à travers le direct YouTube. Merci Magali, merci Bernard. Merci beaucoup Lello. Il faut dire que Lello Romano est aussi un des membres du conseil d'administration de la Fondation Alliance française. Donc, cela veut dire que l'Italie est aussi bien représentée au niveau de la Fondation. Je laisse la parole à Bernard. Hein? Comme ça, merci beaucoup. On peut peut-être s'asseoir, non ? Oui, on pourrait s'asseoir, voilà. Je dirais. Merci beaucoup. Bien, bonsoir et merci surtout de m'accueillir dans ce bel auditorium, dans cette ville dont nous avons visité les trésors aujourd'hui, cette ville si accueillante. Merci beaucoup et merci Monsieur le maire, parce qu'on dit Monsieur le maire à un adjoint. Merci Monsieur le maire de cette bonne nouvelle. L'Alliance française aura un siège et un siège au centre-ville. C'est une très bonne chose. Donc merci à tous et merci à Madame la directrice de m'avoir invité à donner cette conférence et d'avoir suggéré la question des accents. C'est paradoxal. Il y a quelques années, on n'aurait pas fait une conférence, un colloque, un entretien sur la question des accents en français. Tellement la norme était puissante, puisqu'on considérait qu'il y avait la bonne prononciation et toutes les autres. Or, beaucoup de choses ont changé dans notre regard sur la langue française, sur la façon de l'illustrer, de la promouvoir, et notre regard, plutôt notre écoute, a changé sur la notion d'accent. Et donc, il est important de parler de la question de l'accent pour une langue
qui ne se posait pas cette question, qui ne se l'est pas posée pendant si longtemps. L'accent, en fait, c'est un trait universel du langage. C'est un ensemble de traits phonétiques, intonation, modulation, longueur, débit, etc., que toutes les langues possèdent. Et c'est, on pourrait dire, l'accent, le premier signal de l'altérité dans la langue. Vous parlez, j'entends votre prononciation, ce n'est pas tout à fait la même, j'appelle ça un accent. Toutes les langues ont donc des accents. C'est la diversité et c'est l'altérité. Alors, pourquoi y a-t-il des accents dans les langues? Et je passe la parole à Madame Magali. Madame la directrice. Disons, pourquoi avons-nous un accent, surtout lorsque nous parlons? Et ça, c'est quand même fort. On se dit, mais dès qu'on ouvre la bouche, on a un accent. Dès qu'on commence à parler, on a un accent. Pourquoi avons-nous un accent? Eh bien, la raison pour laquelle on a un accent remonte à nos origines, mais je parle de l'origine de notre être humain. Déjà, dans le ventre de notre maman, nous étions bercés par le rythme et par la musique de la langue maternelle. On s'est imprégné de cette langue. Lorsque on naît, du coup, on commence à découvrir les sons qui vont sur ce rythme, sur cette intonation. Et on s'habitue à tout ce qui est autour de nous. On devient des experts de notre langue maternelle. Mais attention, on devient des experts de la variété que l'on entend, de celle que l'on est habitué à percevoir. C'est-à-dire que si ma maman a un accent particulier, c'est cet accent particulier que je vais prendre. Et donc, voilà pourquoi, depuis les origines, on va garder ça comme un patrimoine. L'accent, notre accent est un patrimoine. Alors on peut faire des efforts, on peut travailler pour essayer de modifier cet accent au niveau sociologique. On en reparlera. Effectivement, il y a cette norme qui fait qu'on a envie de changer. Mais il y a surtout cette habitude, cette manière de faire, ce filtre qui se crée en nous et qui fait qu'on va filtrer tout ce qui est autour de nous au travers de notre connaissance de la langue et qui fait qu'on a un accent régional, mais qu'on a aussi cet accent-là lorsqu'on parle une langue étrangère. Parce que toutes les langues étrangères seront pour nous filtrées sur la base de nos connaissances de notre langue maternelle. Tout est une question de perception. Voilà, ou du moins prioritairement une question de perception. Merci Magali. En effet, donc le français ne fait pas exception à ce trait universel. Le français a un accent, des accents. Nous avons tous des accents en français. Je l'ai dit, il y a encore quelques années, on n'aurait pas tenu une conférence sur les accents. On pourrait dire que la grammaire française, depuis le XVIIe siècle, a tendu à valoriser une bonne prononciation et à dévaloriser les autres. On le voit bien, chez les grammairiens, la meilleure prononciation est celle de la cour, la plus distinguée, celle qui a le moins de traits particuliers, et on se moque à la cour de la prononciation de la ville, et donc on prononce correctement à Versailles, mais mal à Paris, et de proche en proche, on se moque de la prononciation régionale. Pensez par exemple aux paysans de Molière. Molière, qui a une très bonne oreille, note la phonétique des paysans, généralement normands, qui apparaissent dans ces pièces. Et donc on voit bien, pendant plusieurs siècles, la volonté d'avoir comme norme une prononciation qui n'ait pas de caractère particulier, qui ne s'entende pas, qui ne se passe pas remarquer. Car dans l'accent, il y a le corps aussi. Le corps prononce autrement, et donc quand j'entends un accent, je réalise que l'autre a un corps, car l'autre
prononcent différemment. Or, à la cour de Louis XIV, il ne convenait pas d'avoir de corps. Donc on prononçait d'une façon extrêmement neutre, tendue, polissée, polie, sans particularité. Toutes les autres particularités étaient dévalorisées. Cela nous a conduit il y a encore quelques années, où on pouvait rire d'un accent québécois ou belge, par exemple. C'est fini. Et on verra pourquoi tout à l'heure. C'est fini et c'est tant mieux. Car je dirais que par paradoxe, l'accent est fondamental dans le français. Cette langue qui a voulu combattre la diversité accentuelle au profit d'une prononciation neutre, en fait, s'est fondée de part en part sur la différence accentuelle. Je vais en prendre 3 exemples pour vous montrer combien c'est constitutif. Tout d'abord, on oublie, bien sûr, que le latin en Gaule a donné 2 langues romanes. Nous connaissons celle du nord de la Gaule, que nous appelons langue d'Oïl. Oïl, c'est la forme ancienne de oui. Le français, c'est la langue d'ouï. Mais au sud de la Gaule, il y avait une autre langue bien connue. Elle a donné son nom à une région, la langue d'oc. Dante, dans la Divina Commedia, parle de 3 langues, la langue d'Oïl, la langue d'oc et la lingua di Si. Et donc, le prestige de la langue d'Oïl, devenu le français, son pouvoir aussi politique, sa centralité, ont fait qu'on a peu à peu minoré la langue d'oc, plus que minoré, elle a parfois été combattue. Et en tous les cas, on a oublié que le latin commun, introduit en Gaule, a donné 2 langues de même dignité au Moyen-Âge, et 2 langues qui ont donné toutes les 2 des littératures importantes. On pourrait même dire que la littérature d'oc au Moyen-Âge est la plus importante, avec les troubadours, avec toute cette grande littérature des épopées aussi en occitan. Et même, la langue d'oc a donné au français son plus beau mot. Le mot « amour » est un mot occitan. En français, on disait « ameur », comme « florem » a donné « fleur », « amorem » a donné « ameur ». « Ameur » a disparu, remplacé par ce mot que nous ont offert les Occitans, le mot « amour ». C'est donc important, 2 langues romanes en France, en Gaule, issues du latin. Simplement, le français s'est répandu partout à minorer la langue d'oc, qui se maintient encore, bien sûr, mais qui surtout se maintient, et j'y arrive, par un accent. L'accent du Midi que l'on entend quand Magali parle, c'est un accent occitan que l'on entend à Toulouse, à Montauban, à Nice, à Menton. Cette façon méridionale de prononcer le français, ce n'est rien d'autre que les habitudes d'oc maintenues dans la langue française. Vous savez, il y a une chose importante dans les langues, c'est la rémanence. La rémanence est fondamentale, car la rémanence sont des traditions culturelles ou des traditions de prononciation. La rémanence accentuelle est très importante. Eh bien, alors que peu de gens parlent le provençal, l'occitan, très peu, il y a une rémanence énorme dans tout le midi de la France. Cet accent, c'est le rappel qu'il y avait 2 langues romanes en France et que donc la diversité linguistique est intrinsèque au français. Il faut rappeler que le français est une langue diverse dès l'origine. Et quand Magali parle avec son accent de Montauban, elle le rappelle. C'est donc important, je fais l'éloge de l'accent du Midi. C'est la rémanence d'une autre langue. Premier point. Donc vous voyez, ce n'est pas neutre. Et quand vous voyagez en France, vous entendez l'accent du Midi, vous entendez ce qui fut
la grande langue du Moyen-Âge, la langue d'oc. Donc c'est un premier exemple. Deuxième exemple, il est plus technique, mais je dois le dire ce soir. Au nord, donc, il y eut une influence germanique. La différence entre la langue d'oc et la langue d'oïl, c'est que la langue d'oc est restée proche du latin, comme le catalan, comme l'italien, comme le castillan, alors que le latin au nord de la Gaule a été profondément germanisé. Nous parlons français. Français, c'est le nom d'une tribu franque. Nous parlons le français du nom de la tribu franque. Et donc, il y a eu une influence fondamentale germanique sur la langue française. La langue française, c'est la langue romane la plus septentrionale. Une langue fortement germanisée. Il a été parfois difficile de le reconnaître, puisqu'il était difficile de dire que le français était une langue fortement germanisée après les conflits que nous avons eus avec l'Allemagne. Mais il faut le voir dans le lexique, peut-être dans la syntaxe. Le lexique féodal médiéval est fondamentalement germanique, mais dans la prononciation aussi, c'est-à-dire qu'il y a eu une influence germanique forte qui a distingué la prononciation française, je reviens à l'accent, de toutes les autres prononciations romanes. Un exemple simple, le « et » latin long s'est maintenu « et » en italien ou une variante « i ». Le pronom « mais » est resté « mais » ou « mi » en italien, « ma », espagnol, castillan, catalan, occitan. Si l'on prend l'ensemble des langues romanes, on retrouve à peu près le pronom « mais ». Qu'est-ce qui s'est passé au nord de la Gaule et seulement au nord de la Gaule? L'accent germanique violent a cassé cette voyelle. Elle est devenue « mais », puis « mei », et par réaction « moi ». Au XIIe siècle, on disait « moi ». Et d'ailleurs, l'orthographe date de cette époque, puisqu'on écrit M-O-I. Et puis ça a continué, Moi a donné moué, puis moué, ça ce sont les paysans de Molière, pour le moué, on entend aussi moué au Québec, et puis à la Révolution, le peuple de Paris qui prononçait moi a pris le pouvoir et il a imposé moi. Cette chose étonnante, on écrit O-I et on prononce W-A. Moi. Et quand Louis XVIII, après la Révolution, est revenu, il n'avait rien appris, il a dit « le roué, c'est moué ». Et tout le monde a éclaté de rire, parce que la Révolution était passée par là, et on disait « le roi, c'est moi ». Donc, voilà, le pronom personnel complément français est totalement hétérogène à tous les autres. C'est « wa », tous les autres qui sont « et »,« i », etc. D'où cela vient? De l'accent germanique. Tout simplement, on ne comprend pas la formation du français si l'on ne comprend pas l'accent germanique. Mais, bien plus, pourquoi cette influence a été si profonde? C'est que les Gallo-Romains, gouvernés par les Francs avaient les terres, les possessions, ils étaient les seigneurs, les évêques. Les Gallo-Romains se sont mis peu à peu à prononcer le gallo-romain comme leurs seigneurs francs. Ils se sont mis à prononcer comme eux. Et donc on a ce curieux phénomène qu'on explique bien en sociolinguistique, où une population se met à prononcer comme le groupe qui la dirige. Et donc une minorité de seigneurs francs ont imposé leur accent, leur prononciation à la majorité des Gallo-Romains. Le français, mesdames et messieurs, ce n'est rien d'autre que l'accent germanique en gallo-romain, accepté par les Gaulois. Donc vous voyez le rôle de l'accent.
le français est dû à un accent étranger accepté. Eh bien oui, accepté, car c'était les seigneurs qui gouvernaient. Et c'est pour ça, mesdames et messieurs, que nous parlons français. Nous parlons en fait du gallo-romain, c'est-à-dire du latin parlé en Gaule, du gallo-romain français, francisé, prononcé par les gausiers germaniques et adopté par le peuple. L'accent est donc au centre, au cœur de la formation du français et de la spécificité du français parmi toutes les langues romanes. Nous parlons comme nos seigneurs germaniques parlaient. Troisième trait, eh bien oui, troisième trait. Le français, pour des raisons historiques diverses, qui ne tiennent pas toutes au colonialisme, s'est répandu dans le monde. Il s'est répandu dans le monde où il est devenu la langue maternelle de millions de personnes. Cet arbre a poussé un peu partout, il a donné de beaux fruits. Un point tel qu'actuellement, on pense qu'environ 200 millions de personnes parlent le français langue maternelle. Cela veut dire que depuis le XXe siècle, disons actuellement, avec l'Afrique, le berceau de la langue, c'est-à-dire la France du Nord et la Belgique du Sud, là où s'est passé ce phénomène que j'évoquais tout à l'heure, la germanisation du gallo-romain, ce berceau est minoritaire dans le monde. Il y a plus d'Africains qui parlent naturellement le français, avec les Québécois, les Belges, etc., que de Français et de Belges. C'est-à-dire qu'il faut reconnaître la variété mondiale du français. Certes, une norme existe internationale et elle prend toujours appui sur la version française, mais la réalité de tous les jours, elle est dans l'accent. C'est-à-dire qu'on parle naturellement au Canada un français tout autre. Il y a quelques jours à Paris, j'ai reçu une délégation officielle qui venait de l'Acadie, c'est-à-dire du Canada, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse et l'île du Prince-Édouard. Il y a là 400 000 personnes qui parlent un français de très grande qualité, qui rappelle le français du XVIe siècle, car ils se sont implantés au début du XVIIe siècle, donc c'est le français du tout début du XVIIe siècle, avec ses voyelles, ses consonnes, son vocabulaire, et ils parlent de façon naturelle. C'est-à-dire qu'ils ont un accent qui a même dignité que les autres accents. C'est-à-dire que si on croit à la francophonie, ce qui est mon cas, il faut reconnaître la variété des accents. Il y a une variété de français naturel au Sénégal, en Acadie, qui n'est pas celle du Québec, en Belgique, ainsi de suite. C'est, en quelque sorte, l'accentuation, c'est le triomphe de la francophonie. Si le français est vraiment langue maternelle à travers le monde, eh bien, il est prononcé autrement. Pour des raisons diverses. En Amérique du Nord, c'est qu'il a peu évolué par rapport au XVIIe siècle. Au Sénégal, il a été introduit plus tard. Et au Sénégal, il a été influencé par le Wolof ou des langues africaines. Chaque variété de français a son histoire propre. Mais chaque variété a sa dignité et elle a son accent. La francophonie, c'est un ensemble d'accents. Il faut donc, là aussi, le reconnaître. Il faut donc former nos étudiants à une perception bienveillante de l'autre. Il faut que nos étudiants, nous-mêmes, nous ayons l'habitude d'être ouverts à une prononciation québécoise, belge, méridionale ou autre. C'est fondamental, c'est le jeu même de la francophonie. Cela dit, la francophonie repose sur une diversité dans l'unité. La francophonie est fondée sur une langue française qui est fondamentalement une morphologie solide, une excellente syntaxe
bâti par les grammairiens du XVIIe siècle, un lexique commun. Il y a donc du commun, du général et du particulier. Et l'accent permet de bien montrer cette articulation fine. Au travers de la francophonie, il y a du commun, il y a une syntaxe, il y a un lexique. Et puis il y a des valeurs, tout ce que nous savons, qui font qu'il y a quelque chose qui réunisse un Acadien, un Sénégalais, un Français, ainsi de suite. Énormément de choses. Mais il y a toute une série de traits particuliers, lexicaux, de vocabulaire, et des accents qui font qu'on doit admettre la variété. Ce qui pose un problème d'enseignement. Que doit-on enseigner? Il convient enseigner le commun, la norme internationale qui nous permet de nous comprendre, qui nous permet de communiquer, et c'est une norme qui est, on le sait pour des raisons historiques, fondée sur un usage français central, je dirais un usage parisien, mais accepté par toutes. Il y a donc l'enseignement de la langue et l'ouverture à l'altérité, l'ouverture à la diversité, d'autant plus nécessaire que nous adhérons à la francophonie et à sa variété. Alors, que faut-il enseigner? Très bonne question. Après cette magnifique exposé qui explique bien que pour une professeure formatrice, de formateur qui enseigne la phonétique corrective, mais avec l'accent de Montauban, quelle est ma légitimité? On pourrait se poser cette question, effectivement. Eh bien, si on se disait que les professeurs qui enseignent la prononciation devraient avoir seulement l'accent standard et neutre idéal, je pense que personne ne pourrait l'enseigner. Et on se retrouverait bien seul. Alors, effectivement, c'est une question très pertinente parce que l'idée, c'est de se dire, que vais-je enseigner si j'ai déjà un accent par moi-même? Eh bien, j'ai une identité, c'est vrai. J'ai une identité qui passe par mon accent. Mais il y a plusieurs aspects à voir. Tout d'abord, se dire que l'apprenant étranger, la personne étrangère a son filtre, a son accent, qui parfois va en contradiction avec une compréhension. Et très souvent, lorsqu'on parle de prononciation, on se dit « Oh, la prononciation, c'est de l'esthétique ». Parce qu'on se dit « Oui, c'est joli l'accent du Sud oh, ». C'est très subjectif. L'accent est extrêmement subjectif. Et on se dit « C'est beau, c'est moins beau », etc. Ok, tant qu'on se dit « C'est beau et c'est moins beau », et qu'on arrive à se comprendre, on est à un niveau d'analyse de la question. Le problème, c'est lorsqu'on se retrouve face à des accents qui empêchent la communication, qui empêchent d'être efficace lors du rapport interpersonnel avec les personnes avec qui on parle. Je parle et la personne en face de moi ne me comprend pas. Elle me demande de répéter. Elle n'a pas compris. C'est le livre ou les livres? C'est un singulier ou c'est un pluriel? Je finis ou j'ai fini? Parce qu'il me dit tout le temps j'ai fini, j'ai fini. Oui, mais le E n'existe pas dans leur langue. Donc le E, pour eux, est transformé en et. Et donc, que ce soit du présent ou du passé, ça restera toujours un et. Et donc, le je finis, pour cette personne-là, c'est impossible d'y accéder. Il faut donc arriver à aider les apprenants, et ça c'est la clé de l'enseignement de la prononciation, c'est aider l'apprenant à percevoir la différence qu'il existe entre des traits qui font une différence sémantique. Je finis, j'ai fini ou je finis. Et si je travaille sur la perception de mon apprenant, que je l'aide à comprendre que le « et » est plus clair que le E, qui est plus sombre, et qu'il existe j'ai fini, je finis. Alors à ce moment-là, peu importe que j'ai dit j'ai fini ou j'ai fini, entre le et le et, peu importe si j'applique une règle articulatoire qui fait que je ferme mon et si j'ai une syllabe ouverte, etc., selon tous les paramètres de la facilitation articulatoire, de l'économie articulatoire, ou si je me base sur l'écriture parce que AI, je dois le dire est ouvert, alors ici je dirais j'ai fini.
Ce n'est pas ça qui est important, parce que il n'y a pas de différence entre j'ai fini et j'ai fini. La différence, elle est entre ces variétés-là et le je finis, qui est un présent. Donc, mon apprenant, je dois l'aider à percevoir qu'il y a des variations, qu'il y a des traits caractéristiques, des traits phonatoires, mais aussi rythmiques, intonatifs, qui font que je vais faire la différence, je vais comprendre le message de l'autre. Je n'aurai pas besoin de le faire répéter, et pire encore, je n'aurai pas besoin de mal comprendre et d'être bloqué dans ma compréhension. Et là se trouve la clé de l'apprentissage de la prononciation. Savoir communiquer de manière directe, efficace, pour que la personne en face de moi accède au sens. La phonétique, ce n'est pas qu'un fait esthétique, c'est un fait pratique, pragmatique. Lorsqu'on communique, on parle. Pourquoi? Pour agir sur l'autre, pour transmettre un message, mais même pour le faire réagir, pour avoir une action en échange. Si mon apprenant face à moi ne comprend pas le message, s'il est bloqué sur la forme, il n'arrivera jamais au sens. Donc, mon idée, c'est d'aider à accéder directement au sens, sans s'inquiéter de la forme. Si la forme bloque au niveau esthétique, ça, c'est un autre aspect. Il y a aussi quelque chose qui est très, très important. C'est que lorsqu'on apprend une langue étrangère, on ne peut apprendre une langue qu'en s'entraînant. C'est-à-dire qu'en se mettant en jeu. Je me mets en jeu, je veux apprendre, alors il faut que je prononce, il faut que je parle. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je dois m'exprimer. Ça veut dire que comme vous disiez tout à l'heure, si je parle, je montre mon identité, je dévoile qui je suis avec mes faiblesses. Et je me mets en proie, je deviens la proie du jugement des autres. C'est angoissant. C'est angoissant en langue maternelle, alors imaginons en langue étrangère, et imaginons encore plus dans une langue étrangère qu'on ne maîtrise pas parce qu'on est en train de l'apprendre. Et je rajouterai, face à un enseignant qui est là pour surveiller là où il y a l'erreur. Il va se tromper. Non. Là, vous vous rendez compte, il y a 4 degrés d'angoisse supplémentaires pour un apprenant. Or, il faut se mettre en jeu. Apprendre une langue, c'est un sport. Moi, je dis toujours que c'est un sport. Et lorsque on enseigne une langue, il faut se faire coach sportif pour que, et entraîneur, si je veux le mettre à la française, entraîneur sportif, pour que nos apprenants réussissent à accepter l'erreur comme un indice de progression, qu'ils aient envie de se lancer parce qu'ils savent que pour moi, c'est ce qui va me permettre de les aider à aller plus loin dans leur apprentissage. Et quand ils font une erreur, je leur propose un modèle qui est plus idéal, optimal pour percevoir la différence et pour à leur tour le répéter. Et dans un premier temps de l'apprentissage, je les fais répéter parce que s'ils arrivent à s'imprégner de ces sons, mais attention, ce n'est pas une répétition bête et méchante, c'est une répétition stratégique. On avait l'erreur du « et », mais l'erreur, par exemple, d'un arabophone qui dit qu'il habite à Bari, parce qu'il n'arrive pas à dire le « peu » qui est bien tendu. Et je vois là Ahmed, un collègue, qui est justement en train d'écrire sa thèse sur ça. Si je n'arrive pas à l'aider à tendre le « peu », parce qu'il est sourd et il est beaucoup plus tendu, par rapport à ce « be » qui est relâché, il n'y arrivera pas. Voilà. Donc il y a des faits qui sont articulatoires. Et les faits articulatoires, ils vont se limiter surtout au re français, parce que le re que l'on entend dans pas mal de variétés, même francophones, au niveau des pays d'Afrique, ils sont tout à fait admis. Ça ne change pas le sens de dire bonjour ou bonjour. Que ce soit clair, ça ne change rien. Ça fait partie d'une esthétique. De se sentir à l'aise. Si je me sens plus à l'aise parce que je dis bonjour, alors j'enseigne le bonjour en faisant le re à la française. Ça permet de rentrer dans une atmosphère, de se sentir bien face aux francophones, parce que c'est important de se sentir bien quand on parle une langue étrangère. Mais ce n'est pas ce qui va changer le sens. Ce qui m'intéresse, moi, c'est justement
l'invariant, ce qui va permettre de communiquer de manière efficace. Merci Magali. Ce que nous avons voulu montrer ce soir, c'est que nous sommes en plein aggiornamento de l'enseignement de la prononciation, de la phonétique. Je l'ai vu se développer au cours de ma carrière. Quand j'ai commencé ma carrière, l'enseignement de la phonétique était normatif et correctif. J'en ai moi-même été victime. Je suis né à Lyon, jusqu'à l'âge de 19 ans, j'ai vécu à Lyon et je disais le fleuve, un portefeuille, ainsi de suite. Et c'est arrivé à Paris pour mes études que j'ai appris qu'on ne devait pas prononcer comme cela. Et on m'a forcé à cesser de prononcer ainsi. Et je dis le fleuve. Bien. Bon. Et la phonétique était, à la Sorbonne, c'était de la phonétique corrective et normative. Bien. Cela était dans une grande tradition et adossé peut-être à un culte de la norme française et à une habitude de ne pas considérer les variations et les variantes. J'ai dit aggiornamento. Depuis quelques années, les choses changent. Elles changent beaucoup pour des raisons qui tiennent d'une part à la francophonie. Nous jouons le jeu de la francophonie, nous entendons des accents, qui tiennent aussi au développement régionaliste en France. Ces 30 dernières années, c'est spectaculaire. On a un renouveau des langues régionales, une fierté de ceux qui les parlent, une préoccupation des régions envers les langues régionales. Et donc, il ne s'agit plus du tout de corriger les gens de Montauban. Les gens de Montauban ont une fierté de parler le français avec l'accent du Midi. Il y a donc un changement dans les perceptions. Perception de la diversité du français mondial, perception de la diversité du français au sein du pays, naturellement, avec encore des mauvaises habitudes. L'actuel Premier ministre, Jean Castex, d'ailleurs on dit Castex, moi je prononce Cachetéo, parce que c'est une graphie de... Ben oui, moi je dis le Premier ministre Jean Cachetéo. C'est comme ça qu'on doit dire. Le Premier ministre Jean Cachetéo, il a un accent. Et quand il est arrivé, il a été nommé, tous les journalistes ont dit « Oh là 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 là, il a un accent, on a l'impression qu'il joue au rugby. » Et le Premier ministre, avec beaucoup d'intelligence, a répondu aux journalistes « Non, c'est vous qui avez un accent. » Moi, j'en ai pas, c'est vous qui avez un accent. Donc, on n'est pas encore sorti de tout cela, mais globalement, oui. Grâce à la francophonie, grâce au régionalisme, et aussi grâce aux avancées de la science, car la sociolinguistique a changé notre regard. Elle a changé notre regard, elle a changé nos méthodes d'enseignement, elle a changé nos apprentissages. Et donc, nous vivons un changement vraiment important qui résulte de perception, de politique, de science, de méthodologie, qui font qu'on a peut-être un peu compliqué l'enseignement de la phonétique. Avant, c'était correctif et normatif. Bien. Maintenant, il y a deux directions, je dirais. Celle qu'a développée Magali à l'instant, c'est-à-dire une conception pragmatique. Il faut se comprendre. Il faut comprendre l'autre. Et donc, c'est une phonétique qui devient, je dirais, plus phonologique, qui tient compte des différences de sens et des pertinences. En effet, entre je finis, j'ai fini, il y a là une différence telle qu'il faut pouvoir la maîtriser. Donc, une phonétique beaucoup plus pragmatique, liée à la communication et liée à tous ces phénomènes de la langue réelle, présence du contexte, pertinence du contexte, de la syntaxe, ainsi de suite. Donc c'est le premier aspect, la phonétique devient plus pragmatique. Et puis deuxième aspect, c'est plutôt mon point de vue, elle devient bienveillante. Je crois qu'il faut enseigner le français de normes, mais en enseignant sa diversité. Et ce n'est pas mal de donner quelques cours sur les grands traits de la prononciation en Amérique du Nord, ou à Bruxelles, ou en Suisse, ou dans le midi de la France. De même que, personnellement, je pense qu'on ne peut plus enseigner le français
qu'on ne peut plus enseigner les nombres du français tels qu'on les a enseignés. Il y a quand même beaucoup de francophones qui ne disent pas 70, mais qui disent 70. Et les gens qui disent 70, ils sont à 1h20 de train de Paris. Pas plus. Et croyez-moi, ils disent 70. Et puis ils disent 90. Et d'autres disent 80. Et ils ont le droit, ils ont raison de le dire. Je ne dis pas qu'il faut faire comme eux, et la norme internationale est plutôt du côté de 70. Mais il faut absolument enseigner que d'autres disent naturellement 70, 80 et 90. Donc peut-être que ça rend l'enseignement du français plus difficile pour les collègues, mais ça le rend beaucoup plus riche, car on enseigne une norme en montrant qu'elle varie. Or, je crois qu'on enseigne bien la norme que si on explique son histoire, sa variété et sa relativité, car c'est un enseignement intelligent. La norme ne doit pas être enseignée de façon autoritaire, mais par la réflexion et l'esprit critique. Et enfin, l'intérêt, et je termine là-dessus, c'est que qu'est-ce que la francophonie pour nous ? C'est non seulement une alliance de peuples fondée sur une langue partagée, mais c'est l'éloge de la diversité. Nous disons, nous, dans un monde où le globish écrase les cultures, écrase la diversité, nous disons, nous les francophones, nous représentons la diversité dans le monde. Et nous le représentons parce que nous-mêmes, nous reconnaissons notre diversité. C'est fondamental. La diversité au sein de la francophonie est la raison même de notre défense de la diversité mondiale. Or, cette diversité, mesdames et messieurs, elle commence à l'oreille. Et donc, je dirais, vive l'accent québécois, vive l'accent belge, vive l'accent de Montauban, c'est le plus bel éclat, le plus bel éloge et la plus belle démonstration de la francophonie. Vive les accents. Merci. Merci beaucoup, Bernard. Je dirais que je pense qu'on a bien posé l'accent sur l'accent, non ? On a mis l'accent sur l'accent. On a mis l'accent sur l'accent. Est-ce que quelqu'un a envie de poser quelques questions sur l'accent ou sur la francophonie ? C'est un peu technique, hein, bien sûr. C'est un petit peu technique, mais je pense que la bienveillance, l'intégration, je pense que ce message-là est resté et va être compris. Ça fonctionne. Ma question, c'était, moi, en tant que Française, en apprenant des langues étrangères, souvent c'est difficile d'entendre les sons de la langue étrangère. Donc la question, c'est comment faire quand on est face à des apprenants du français pour leur faire entendre véritablement la différence entre un accent canadien et un accent de Paris, par exemple. Parce que nous, en tant que francophones, on les entend, mais en tant qu'étrangers, c'est déjà compliqué d'entendre les sons différents de notre propre langue. Alors comment faire pour faire entendre la nuance entre les deux prononciations ? Je dirais qu'il faudrait procéder par étapes. Déjà, s'ils arrivent à entendre une variété au fur et à mesure. La différence entre les deux, on peut, disons, jouer sur les caractéristiques et éloigner les modèles en caricaturant. C'est-à-dire, on va travailler sur le rythme, sur l'intonation pour le faire entendre. Par exemple, si je dis « je te le redemande », comme je le dis à Toulouse, « je te le redemande », et qu'à Paris, on va dire « je te le redemande » ou « je te le redemande », alors je vais travailler sur la scansion, je te le, je te le redemande, je te le redemande. Voilà. Et puis, pour le parisien, ça va être je te le redemande, je te le redemande. Ou je joue avec la gestualité pour dire je te le redemande. On va travailler, mais ce sont toutes ces stratégies-là que j'utilise, moi, sont issues de la verbotonale. La plupart des variations qui sont, disons, les variations les plus typiques, hein, et le premier aspect qui va venir à l'oreille, c'est un aspect lié à l'intonation et au rythme.
Ce ne sont pas les phonèmes. Les phonèmes, c'est-à-dire les sons, vont être l'aspect secondaire. Ils se placent là où on va leur donner de la place. Et très souvent, le E muet entre en considération dans une variété par rapport à une autre. C'est ce qui va faire la différence. Donc si je prononce tous les E, eh bien j'ai un accent de Toulouse. Et puis je vais faire une syllabation progressive, par exemple, je rajoute juste une syllabe. Je te, le, et je vais faire travailler ceci. Je vais faire travailler aussi les intonations qui vont monter ou qui vont descendre en fonction des endroits. Si j'ai un accent suisse, je suis très nulle pour l'imaginer, mais si je dis j'ai 8 secondes pour vous dire que là-bas, il y a une durée qui va changer. Là où on apprend que l'accent français, c'est un accent de durée sur la dernière syllabe, eh bien, on découvre qu'en Suisse, c'est sur l'avant-dernière syllabe. D'accord ? Voilà, donc on va travailler, on peut bypasser le sens, c'est-à-dire interrompre le sens pour ne travailler que sur le rythme et l'intonation. Si je dis on l'entend bien mieux que si je dis j'ai 8 secondes pour... Parce que là, tout de suite, vous avez envie d'accéder au sens. Et si je vous donne l'accès au sens, vous ne vous intéressez plus à la forme. Donc d'abord, on travaille la forme, puis après, on va travailler le sens. Il y a énormément de stratégies. Voilà. Quand on apprend la méthode verbotonale, on arrive à les acquérir très rapidement, on les pratique et ça devient un jeu. Vraiment un jeu dans l'enseignement et un jeu dans le rapport avec les apprenants qui s'amusent eux aussi à imiter et par là apprennent, acquièrent. Par imitation, on apprend. Voilà. J'espère avoir répondu. Vous avez d'autres questions ? Allez-y, c'est le moment. Hein. Peut-être on s'entend. Oh mon Dieu. Alors, est-ce que alors, selon cette nouvelle tendance d'accepter les accents français aussi divers, est-ce que alors dans les alliances françaises dans le monde, on accepte aussi le lecteur québécois, par exemple, ou je sais pas, sénégalais, qui enseigne le français au Laos, ou je sais pas, ou en Pologne? Ça, c'est une bonne question. Vraiment une bonne question, parce que il y a en francophonie des grandes opérations d'échange de professeurs. Je me suis occupé de l'agence universitaire de la francophonie, et en particulier, nous donnions des bourses à des professeurs pour qu'ils aillent dans d'autres universités, hein, et en particulier pour enseigner le français. Et donc on a eu cet exemple où des collègues québécois allaient enseigner le français en Afrique. Eh bien, ils ont enseigné le français québécois. Bien. Alors, ça, c'est très pratique, donc c'est intéressant. C'est intéressant. J'ai passé 3 ans en Louisiane. En Louisiane, il y a un centre qu'on appelle le CODOFIL, Council for Development of French in Louisiana, qui enseigne le français dans les écoles. En ce moment, il y a 25 000 petites Louisianaises et Louisianais de l'école publique qui apprennent le français grâce à des instituteurs envoyés par la France, la Belgique, le Québec, l'Acadie et des pays du Maghreb. J'ai rencontré en Louisiane un instituteur algérien qui enseignait son français en Louisiane. Et d'ailleurs, il enseignait aussi le couscous, m'a dit. C'était formidable. Donc, il était très content. Il enseignait le couscous à ses élèves de Louisiane. Donc, maintenant, on fait du couscous en Louisiane. Donc, tout ça, ça existe. On le voit bien. Et les échanges internationaux font que certains enseignent leur langue. Alors, le problème, c'est ce qu'a dit Madame la directrice, c'est l'intercompréhension. C'est-à-dire que nous sommes si bienveillants
à la variété que nous ne devons pas perdre de vue que nous fabriquons ensemble la francophonie. Voilà. Et donc, enseigner un français québécois, mais je dirais de bonne tenue, et qui soit pas trop différent du français international. Je prends un exemple. Au Québec, quand je dis le français québécois, c'est rapidement dit. Il y a plusieurs variétés de français québécois. Il y a le français québécois de bonne tenue, de bon niveau, ce qu'ils appellent le français de référence d'ici, qui est un français que vous comprenez très bien. Et puis, il y a un français de la campagne, il y a le joual. Le joual, c'est la prononciation campagnarde de cheval. Joual. Et je dois avouer que une fois j'étais perdu au Québec, j'ai demandé ma route à quelqu'un et je n'ai pas compris ce qu'il m'a dit. Et il était très fâché parce qu'il a vu que j'étais français. Et donc il était fâché. Donc bien sûr, ce que nous souhaitons, c'est qu'on enseigne toujours ce que j'appellerais des variétés scolaires. Vous savez, toutes les langues ont une variété scolaire qui s'enseigne, qui s'écrit et qui est normée. Il y a au Québec une variété scolaire du québécois qui s'écrit. On écrit la littérature dans ce français du Québec, qui s'enseigne, qui est normée, qui a des grammaires. Alors je crois que c'est plutôt ça qu'il faut enseigner. Si quelqu'un enseignait en Afrique le joual, je crois qu'on aurait des difficultés après 1 ou 2 générations. Donc, approuvons cette variété, mais approuvons un échange entre variétés communicables entre elles. C'est difficile ce que je suis en train de dire, mais c'est comme ça qu'on bâtit la francophonie, avec de l'unité, de la diversité. Et donc, en particulier, j'ai expérimenté en Louisiane, les collègues québécois, belges, français, algériens enseignaient des variantes de bonne tenue, compréhensibles, avec des variations telles qu'on pouvait les assimiler. Et c'est ça qu'il faut faire, je crois. Et donc, il faut former aussi les maîtres. Quand quelqu'un part enseigner le français en Louisiane, venant du Québec ou d'Acadie, il faut lui dire, attention, quel type de français canadien tu vas enseigner? Voilà. Je vous ai répondu. Là aussi, c'est difficile. C'était beaucoup plus facile du temps où on enseignait à tout le monde le français parisien. Bon, c'était plus facile, bien sûr. Mais ça, ce temps est passé. Ce temps est passé. Il faut donc penser qu'il y a plusieurs normes et que ces normes doivent être intercompréhensibles. On parle beaucoup d'intercompréhension en ce moment, en particulier entre les langues romanes. C'est très bien. Je crois que l'intercompréhension, elle doit aussi se pratiquer en francophonie. C'est-à-dire qu'il faut veiller à ce que nous utilisions chacun une forme de notre français comprise par l'autre. Et croyez-moi, le joual, vous ne le comprenez pas du tout. Mais d'ailleurs, les habitants de Montréal ne comprennent pas non plus. Donc tout ça est facile à percevoir. Et donc, la francophonie, pour moi, c'est un ensemble de variétés avec toute une série de variétés intercompréhensibles entre elles. Et ça permet de fabriquer ce que j'appellerais une super norme. On est en train de fabriquer une super norme du français formée de toutes les normes, et je dis le mot, les normes. Le joual, ce n'est pas une norme, mais de toutes les normes régionales. Et je rêve d'une grammaire, par exemple, qui donnerait toutes les normes, pas toutes les variétés, mais toutes les normes. Voilà. Et quand on envoie quelqu'un, donc un Québécois en Afrique, un Belge en Louisiane, on lui demande d'enseigner sa norme compréhensible. Et ça permet de fabriquer ce dont je rêve, c'est-à-dire une super norme du français international, compréhensible par tous, et donc peut-être liée à une académie francophone. Peut-être qu'on peut imaginer une académie francophone qui dirait, car c'est le rôle d'une académie, qui dirait non plus quelle est la norme, mais quelles sont les normes. Comment on fabrique une super norme à partir de tout cela. Voilà, c'est mon rêve. Bon, mais peut-être qu'on le verra réaliser un jour. Voilà.
À ce propos, peut-on parler un petit peu du dictionnaire de la francophonie? Je sais qu'on s'éloigne un peu de l'accent, j'y reviendrai juste après. Mais justement, je pense que ça peut avoir un lien. Ce n'est pas dans la syntaxe, c'est dans le lexique. Mais... Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est un outil qui m'intéresse beaucoup. J'ai eu l'honneur de présider le conseil scientifique de ce dictionnaire. Le président Emmanuel Macron a souhaité que la France se dote d'un dictionnaire rendant compte de la diversité mondiale. Nous avons toute une série de dictionnaires, depuis celui de l'Académie française jusqu'au Trésor de la langue française, qui rendent compte du français de France. Et le président Macron, sachant que le français était mondial, a souhaité que la France prenne l'initiative d'un dictionnaire montrant cette variété. Et le président a bien voulu accepter une proposition que je lui ai faite d'un dictionnaire qui soit non pas papier, mais numérique, dans sa philosophie, dans son esprit. Le président avait d'abord pensé à un dictionnaire de papier. Et nous avons réussi à le convaincre d'avoir un objet numérique en perpétuel mouvement et fabriqué par les francophones. Et c'est pour ça qu'il a souhaité qu'un conseil scientifique international suive ce dictionnaire qui est préparé par une équipe de linguistes à Lyon, mais en écho avec tous les travaux des francophones. Et c'est un dictionnaire numérique, donc il est plastique. Il évolue constitutionnellement. Et la proposition que j'ai faite au président, c'était de faire un objet tout à fait nouveau. Non pas un dictionnaire, il y en a beaucoup de dictionnaires, mais un objet qui est deux traits. Premier, cumulatif. Donc c'est un outil numérique qui va chercher sur Internet tout ce qui existe de qualité déjà. Le Wiktionnaire, le Trésor de la langue française, ainsi de suite. Et donc nous sommes arrivés très vite à 500 000 mots. Et puis nous serons à 1 million un jour. Donc il est cumulatif. Nous n'avons pas rédigé d'articles. Notre outil va chercher ce qui existe. Et il est participatif, c'est-à-dire que vous téléchargez gratuitement ce dictionnaire des francophones, DDF, sur votre téléphone ou sur votre ordinateur. Vous vous inscrivez, cela prend 3 minutes, et vous devenez partenaire. Vous entrez des mots. Il y a des mots français que l'on dit chez vous, dans votre famille, votre ville, votre région. Vous l'entrez, ce mot, avec une définition que vous donnez vous-même. Et nous sommes à la phase, en ce moment, d'accroissement par adjonction personnelle. Alors, bien sûr, le conseil scientifique va mettre en place un réseau de relecteurs en Afrique, au Québec, un peu partout, pour regarder ce que les gens ont bien voulu faire entrer, pour remettre en forme, pour récupérer des mots, ainsi de suite. Mais l'idée était que chacun peut rentrer des mots. J'en ai rentré. Tout le monde en a rentré. Des mots de ma région. Et ça, c'est totalement nouveau. C'est le premier dictionnaire conçu dans la philosophie numérique. Cumulatif, participatif. Et alors, je réponds à Magali, d'ici le mois de mars, nous allons rentrer du son. C'est-à-dire que vous pouvez rentrer un mot en le tapant, en donnant votre définition et en le prononçant. Et en plus, comme le DDF, Dictionnaire des francophones, est sur votre téléphone, vous êtes géolocalisé. C'est-à-dire qu'on saura aussitôt où vous êtes. Et donc... Padoue, voilà. Sauf si vous voulez changer la localisation, bien sûr. Mais on vous proposera une localisation. C'est-à-dire qu'on va rentrer du son et on va faire entendre la variété. Et donc, un article de ce dictionnaire ne ressemble pas à un article traditionnel. Il donne des emplois québécois, sénégalais, lyonnais, d'un mot, sans hiérarchie. C'est vous qui posez la hiérarchie. Si vous vous intéressez aux Français du Québec, vous demandez à avoir l'essence québécois. Si vous allez en Belgique, vous demandez à votre dictionnaire de vous donner d'abord le français de Belgique. C'est donc un français mobile, un dictionnaire mobile, nomade, cumulatif et participatif. Donc je vous invite, c'est gratuit,
à aller sur un site de téléchargement, hein, je ne sais pas comment on appelle ça, mais tu sais, toi, Lélo, hein, Google Play, etc. Google Play, voilà, c'est ça. Et vous tapez DDF ou Dictionnaire francophone. Et surtout, d'entrée des mots. Voilà, d'entrée des mots. Nous voulons passer très vite à 1 million pour donner une image de cette diversité. Et bientôt, nous la ferons entendre. C'est-à-dire que ce sera un dictionnaire d'accent. Magnifique. Magnifique, magnifique. Donc, vous voyez qu'on est vraiment dans une phase où on s'ouvre à l'autre. Et par rapport à ceci, moi j'avais une autre question. Le mot glottophobie, qui est un terme plutôt récent, on va dire, mais surtout un concept qui est assez lourd de sens. Où en est-on de ce terme et surtout du concept de glottophobie dans la loi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui avance dans l'acceptation de l'autre qui serait obligatoire? Voilà. Alors, c'est mon ami Philippe Blanchet, qui est professeur à l'université de Rennes, donc en Bretagne, où il enseigne le provençal. Je lui ai toujours dit, tu fais un métier terrible quand même. Tu enseignes le provençal aux Bretons. C'est bien, c'est bien. Il faudrait que quelqu'un aille enseigner le breton au provençal. Ça serait vraiment bien. Donc il fait un métier merveilleux. Il enseigne le provençal aux Bretons. Et donc c'est quelqu'un qui est sociolinguiste et qui donc, par son métier, par son activité, a vu le mépris que l'on a des accents ou le mépris que l'on a des langues régionales. Et il a donc formé un terme, glottophobie, sur la série des phobies, c'est-à-dire la haine de la langue. La haine de la langue ou la haine de la prononciation. Voilà. Et c'est vrai que c'est un phénomène général, universel. On se méfie de la langue de l'autre, bien sûr, toujours. C'est un phénomène qui a été assez important en France. Je l'ai dit, pendant des siècles, on a considéré que la prononciation parisienne était la seule légitime. Et on s'est moqué des autres prononciations. Par rapport à Philippe Blanchet, nous en avons beaucoup parlé tous les deux, je pense que les choses sont en train de changer, grâce en particulier à des gens comme Blanchet, aux revendications régionales, grâce aux échanges. Et donc, je crois que la France n'est pas glottophobe. Elle ne l'est pas. Et donc, je suis un peu réservé, car il existe une loi en France, une loi qui évolue régulièrement, une loi contre les discriminations. C'est une loi démocratique très importante. Donc, c'est une loi qui condamne la discrimination raciale. Bien sûr, ça va de soi. C'est une loi qui rend l'antisémitisme un délit, voire un crime. Mais au fur et à mesure des législatures, on ajoute des discriminations. Par exemple, on a ajouté une discrimination sexiste. À la demande de mouvements légitimes, on a ajouté les discriminations sexuelles. Aussi l'homophobie. Donc de proche en proche, cette loi que je connais bien prend de l'épaisseur. Bien. Et donc, quelques députés ont pris le mot de Philippe Blanchet et ont voulu proposer qu'on ajoute la glottophobie dans cette loi. Bien. Je tiens à dire mon avis. Philippe m'a demandé de signer un texte appelant les députés à faire cela. Je ne l'ai pas signé. Je ne l'ai pas signé personnellement, en expliquant à Philippe d'ailleurs que je trouvais que la discrimination raciale ou sexuelle était beaucoup plus grave que la glottophobie. Voilà. Et donc j'ai peur qu'on mette tout sur le même plan. Mais c'est mon avis, hein. Voilà. Donc il faut lutter contre la glottophobie par l'enseignement, par aussi une pratique citoyenne, c'est-à-dire que moi, personnellement, je ne supporte plus les blagues belges. C'était une habitude en France de se moquer des Belges. Ça ne me fait pas rire. Je n'accepte pas de blagues contre les Belges. Voilà.
Ou quand je suis à Montréal et qu'on me raconte une blague contre les gens de Terre-Neuve, ce sont leurs Belges. Je ne ris pas. Voilà. Mais c'est plutôt une pratique citoyenne. Je pense que la loi contre la discrimination est très importante. On ne va pas mettre la glottophobie là-dedans. Mais c'est mon avis. Vous pouvez être d'un avis différent, hein. Et en tous les cas, pour l'instant, ce projet de loi ou cette proposition de loi n'a pas été retenu par le bureau de l'Assemblée. Voilà. Ce qui est sûr, c'est que si on enseigne la bienveillance, on œuvre déjà dans le sens, disons, dans le sens de la lumière. Donc, oui. Plutôt que d'aller... Mais c'est ce que dit Lello, le président Romano plutôt. C'est ce que dit le président Romano, c'est-à-dire que nous croyons au rôle de l'école, nous à l'Alliance. Et donc, la lutte contre le racisme, elle commence à la maternelle. L'égalité des hommes et des femmes, à la maternelle aussi. Et le fait d'accepter les accents, la langue de l'autre, ça commence à la maternelle. C'est donc le rôle de la maîtresse d'école et du maître d'école, d'abord. Avant la loi, je crois. On interdit quand même trop de choses en ce moment. Le fait même d'en parler, enfin, si on n'en parle pas et qu'on inclut sans se préoccuper du sujet, je pense que c'est déjà... une signature par rapport à tout ceci. Vous avez d'autres questions? Vous avez des... Nous avons dérivé sur la glottophobie. Oui, pour Geneviève. Bonsoir Geneviève. Qui est la directrice du département. Oui, bonjour, je suis Geneviève Enrault, j'enseigne la langue française à l'université de Padoue. Je suis d'origine belge, même si ça fait très longtemps que je suis devenue italienne. Et donc, je suis ravie de vous entendre dire que les blagues belges ne vous font pas rire, parce qu'elles ne me font pas rire non plus. Bien, mais je voulais rebondir sur ce que vous avez dit à propos de la glottophobie. Nous formons à l'université de Padoue des étudiants en langue, en particulier le français, en tout cas dans mon cas, qui sont censés entrer dans le monde professionnel grâce à leurs compétences spécialisées en langue. Or, je reçois régulièrement des appels d'offres de la part d'Italiens ou de Français qui ont besoin justement d'un bilingue français-italien. Et ce que je m'entends dire assez régulièrement, c'est « envoyez-moi quelqu'un qui ait une prononciation impeccable ». Alors, est-ce que... donc, j'imagine que dans le monde du travail, une personne pourra être ou ne pas être engagée. Encore aujourd'hui, je serais peut-être un petit peu moins optimiste que vous, en fonction de la couleur de sa peau, en fonction de sa prononciation du français, de son accent. Et si les deux sont jumelés, c'est encore pire. Hein, ça, c'est certain. Est-ce qu'il n'y a pas là quand même quelque chose qui ressemble un petit peu à de la glottophobie? Ou en tout cas à une discrimination linguistique dans le monde du travail en particulier? Je pense qu'il y a... Je ne sais pas jusqu'à quel point ils définissent un bon accent. Je me demande quelle est la définition qu'ils ont du bon accent. À mon avis, l'accent, alors tout dépend aussi de la personne qui demande, de la société qui demande, mais il est vrai que la communication, lorsqu'on a un accent étranger qui est fort, va bloquer l'intercompréhension, comme je le disais tout à l'heure. Et donc, le bon accent pourrait être déjà de bien se faire comprendre et de ne pas créer d'ambiguïté dans les messages, de permettre d'accéder au sens sans s'inquiéter de la forme. Est-ce qu'on en est là où on se dit, bon, c'est raisonnable effectivement parce qu'il faut avoir un accent qui soit compris? Ou bien est-ce que c'est au-delà où il faudrait vraiment être extrêmement... correct, enfin je veux dire selon quelque chose d'idéal et un idéal impossible. Moi j'ai un petit peu cette image qui me revient quand je vois l'écriture d'un enfant et je me dis attends, ça doit être drôle comme texte. Je suis d'accord, tu me dis que c'est drôle, mais c'est tellement mal écrit que si j'arrivais à lire les lettres, je pourrais comprendre ce que tu dis et une fois que je comprends, je vais pouvoir rire. Mais écris bien ton texte parce que sinon je ne le vois pas, je ne comprends pas ce que tu as écrit. Donc je ne peux pas accéder
au sens et vraiment au sucre de ce que tu veux me présenter. Si tu l'écris bien, déjà, c'est bien, je peux commencer à m'amuser. Mais je ne vais pas prétendre que tu m'écrives à la main comme un ordinateur écrirait. Voilà. Donc l'idée, c'est, est-ce que je peux accéder directement au sens? Est-ce que c'est assez agréable pour me donner envie d'acheter le produit qui m'est présenté? Est-ce que c'est assez agréable pour que j'ai envie de communiquer avec la personne? Ou bien cet accent-là m'empêche-t-il d'arriver à la négociation rapide telle que je le souhaiterais, moi, professionnel, qui n'ai pas de temps à perdre? Voilà. Je ne sais pas à quel niveau on en est au niveau du professionnel. Moi, je vois beaucoup le professionnel, quand justement ils nous contactent, nous aussi à l'Alliance française, qui ont besoin de quelqu'un qui aurait des compétences, qui faciliterait le contact et faciliterait l'échange commercial. Je ne suis pas en train d'aller au-delà. Et je ne sais pas du tout au niveau couleur de peau, etc., ce que cela peut donner. Moi, je vois qu'il y a beaucoup de personnes d'origine africaine qui ont un accent qui est merveilleux, vraiment merveilleux, et on aurait tort de s'en priver. Voilà. Oui, et puis il y a à l'embauche bien d'autres discriminations. Vous savez, à Paris, vous êtes candidat à un emploi et votre prénom est Mohamed. Vous voyez, hein? Bon. Mais si vous ajoutez un accent de la banlieue nord, voilà. Donc, je crois que les accents représentent une discrimination qui vient s'ajouter à d'autres plus graves. Je dis au revoir à mes étudiants, justement, qui sont en train de partir. Alors, mes étudiants qui étaient là ce soir, justement, on vous ont préparé une petite surprise, mais on vous l'enverra, on vous l'enverra par courriel. Ils ont préparé la présentation de mots du français. Pas sur la base de ce « merci, professeur ». On a étudié les vidéos, ils ont étudié les vidéos, ils ont écrit des textes sur des mots qu'ils ont choisis par équipe et ils ont travaillé leur prononciation justement pour que ce soit bien compréhensible au moment où ils le montreront. Donc ils sont en train de faire le montage à l'heure actuelle de leur travail. Écoutez, je vous remercie beaucoup et puis j'en nourrirai mes prochaines émissions. J'enregistre bientôt, donc merci beaucoup, merci. Au revoir. Parfait. Voilà, je pense que... Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que je peux regarder le chat peut-être s'il y a eu des questions dans le chat? Et quand on enseigne le français langue étrangère, peut-on vraiment ne pas se concentrer sur un seul accent au risque de créer une confusion chez les apprenants? Je pense que, Bernard a répondu à cette question. Il faut habituer et s'habituer aux variétés qui existent. On peut ne pas avoir un accent. On peut être italien et enseigner le français et enseigner la prononciation du français, même si on a une certaine inflexion italienne. Et l'idée, ce serait d'enrichir en faisant entendre aussi toutes les prononciations qui peuvent exister en France, les habituer à une diversité. Ça, c'est quand même assez intéressant. Voilà, je pense qu'il n'y a aucun souci. Oui. Je voudrais savoir une curiosité vôtre ou du monde académique en général pour ceux qui regardent le pronom neutre yel qui, dans le dernier temps, sur les réseaux sociaux a émergé. Merci. Merci, Francesco. Grazie. Je viens de passer 3 jours à répondre à des journalistes qui m'interrogeaient là-dessus. Passé à la télévision, à la radio, et je me suis dit, je vais en Italie, je suis tranquille. On ne va pas me parler du pronom yel. Vous l'avez fait. Bon. Alors, quel est le problème? Pour ceux qui n'auraient pas été au courant de cette petite polémique, les Français adorent les polémiques de langue. Donc c'est la plus récente, elle date de cette semaine. Il y a 2 dictionnaires usuels, le Petit Robert et le Petit Larousse, pour lequel, personnellement, je travaille. Et le Petit Robert, d'une façon étonnante, a annoncé que dans sa version en ligne, il consacrait un article au pronom « yel ». Et donc, il le validait, puisque rentrer dans le Petit Robert,
c'est être reconnu comme appartenant à la langue courante. Qu'est-ce que c'est que le pronom Yel? C'est un pronom développé par des militants et des militantes pour que les personnes transgenres ou qui ne se reconnaissent pas totalement dans un genre ou dans l'autre puissent avoir un pronom qui correspond à leur identité. Ils ne sont ni il ni elle, ils sont à la fois il et elle, et donc ce pronom a été choisi par des militants. Bien. Alors, chez Larousse, nous suivons ce pronom, et nous n'avons pas souhaité le faire rentrer au dictionnaire, parce que nous ne considérons pas qu'il appartient à la langue générale. Un petit Robert, un petit Larousse, c'est 80 000 mots. C'est donc un observatoire de la langue commune. Bien. Or, Yel n'a très peu d'attestations. On ne le rencontre que dans des textes militants ou que dans des œuvres littéraires expérimentales. Il n'est pas du tout dans la langue générale. Peut-être pas encore, mais pas du tout. Et je m'étonne donc que mes collègues du Robert l'aient fait. Peut-être qu'ils cherchaient un peu de publicité, et auquel cas ils ont gagné, puisqu'on n'a parlé que de cela pendant 8 jours. Je ne suis pas sûr. Pardon? Je ne suis pas sûr. Bon, donc, ils ont rentré ce pronom. Donc, nous considérons chez Larousse qu'il n'est pratiquement pas attesté, qu'il n'est pas dans la langue générale. Et nous attendons de savoir s'il va rentrer dans la langue. Là, j'ai répondu comme un lexicographe. Maintenant, comme un linguiste. Contrairement à ce que disent les militants et les militantes de ce pronom, il ne s'agit pas d'ajouter une forme à la langue. Car Yel est un pronom sujet, mais les pronoms se déclinent. Il faut donc inventer un complément direct et un complément indirect. Je le vois, je pense à elle. Donc il faut changer tout ça. Premièrement. Donc c'est plus compliqué. Il faut toucher à la morphologie. Deuxièmement, les pronoms, comme les noms, gouvernent des accords. Yel est heureuse ou heureux. D'accord? Et un transgenre ne voudra pas ni du masculin ni du féminin. Il faudra donc inventer une forme neutre pour l'adjectif. De même pour l'accord du participe passé. Et donc de proche en proche, on touche à tout le système de la langue, c'est-à-dire qu'on fait rentrer du neutre dans la langue. Forme neutre de l'adjectif, forme neutre du participe passé. Or, je constate que depuis le bas latin, le français fonctionne sur le couple masculin-féminin. Il y a très peu de neutres en français. Quelques pronoms relatifs, quelques pronoms personnels, interrogatifs, ainsi de suite. Et donc, on touche là à quelque chose qui est du système de la langue. On passe d'un système à 2 genres à un système à 3 genres. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas ajouter une forme, comme disent les militants de la cause. C'est changer le système. Pourquoi pas? Tous les systèmes de langue changent. Mais cela prend des décennies, voire des siècles. Et ce n'est pas sur la poussée de quelques militants. Il faut donc redoubler de prudence, saluer les motivations des personnes qui ne se reconnaissent pas dans un pronom, mais leur dire, ce n'est pas ton ressenti qui change le système de la langue. Tu as un ressenti tel que tu ne te reconnais pas dans il et elle, j'en suis navré, mais on ne va pas changer tout le système de la langue pour ton ressenti. D'autant plus qu'on va multiplier les ressentis. Car on a les transgenres, on a les cisgenres, ben ça c'est plutôt mon cas, là, je suis cisgenre, mais il y a les transgenres, il y a ceux qui ne savent pas, les en évolution, vous voyez? Et donc on a une sorte de langue maintenant à disposition des ressentis, des identités flottantes, et qui fait que le système de la langue va changer fondamentalement, mais comment? Pourquoi? Je ne suis pas sûr que le système bouge, vous voyez, je ne suis pas sûr. Mais en tous les cas, je reviens au lexicographe, le lexicographe fait des fiches. Et donc nous faisons des fiches, et nous attendons. Mais nous attendons aussi des attestations, des formes compléments directes, des accords, ainsi de suite.
Et là, dans ce cas-là, nous dirons le système de la langue a changé. Et donc, tout ça rentrera dans le dictionnaire. En revanche, le mot transgenre que l'on ne disait pas il y a quelques années, on le rencontre maintenant à l'oral, à l'écrit, il est dans la langue générale. Et donc, je vais faire ce que je ne dois absolument pas faire, c'est-à-dire annoncer des entrées au dictionnaire, mais je dois dire, nous sommes entre nous ce soir, qu'il me semble évident que transgenre doit rentrer dans le Petit Larousse. Ça va de soi, c'est clair. Je l'ai utilisé tout à l'heure régulièrement. Vous voyez la différence entre transgenre, qui est bien formé, hein, bien sûr, et un pronom qui n'a pas d'assise systémique. Voilà. Tout à fait. Et lorsque je réagissais tout à l'heure sur ce coup de publicité, ça fait peut-être de la publicité au Robert pour ceux qui pensent à Yale, et ils sont peut-être pas si nombreux que ça, mais ils en font surtout pour le Larousse qui ne l'a pas fait. Pour ceux qui n'y attendent pas, peut-être, je n'en sais rien. Par réaction, je pense qu'il pourrait y avoir une dichotomie qui se crée entre les partisans de l'un et les partisans de l'autre. Il y en avait déjà, mais dans un autre sens. Bon, mais voilà. Deux bons dictionnaires. Voilà, oui, absolument, absolument. Voilà. Eh bien, écoutez, on vous remercie de votre présence, d'être resté si longtemps avec nous, parce qu'il est déjà 7h moins 20 à l'horaire de Paris et de Padoue. Et donc, merci beaucoup pour votre présence. Ça a été vraiment sympathique. Merci, Lello Romano, d'être venu depuis la Basilicate pour nous accompagner, notre président de la Fédération des Alliances françaises. Merci à Bernard Cerchiglini, qu'on pourrait dire Cerchiglini si on voulait aussi, tout dépend de la prononciation, et qui est venu de Paris aussi pour cette journée. Merci à vous tous d'être venus. C'est vraiment très sympathique d'avoir pu vivre ce moment en présence et avec autant de personnes qui sont restées connectées aussi sur Zoom, ces personnes qui sont aussi sur YouTube avec nous. Il sera possible de revoir la conférence sur YouTube, mais surtout, nous devons remercier Progetto Giovani du Centre culturel Altinate qui a mis à notre disposition le magnifique Patrick qui nous a filmé pendant toute la réunion et qui va nous offrir un film de cette conférence pour l'avoir en de très bonne qualité sur Internet, sur YouTube, dans les prochains jours, peut-être semaines, on va le laisser un peu tranquille. Voilà. Merci bien, merci à vous tous. Au revoir.